Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin, bienvenue en ce vendredi sur votre antenne. Bonjour à chacun, madame et messieurs, installez-vous confortablement. Pendant ces 2 heures de temps d'antenne, on aura l'occasion effectivement de revenir sur des sujets aussi importants les uns que les autres qui gravitent autour du Cameroun. Et là aussi, vous êtes très nombreux, comme à l'accoutumée, à nous laisser vos nombreuses réactions sur notre page Equinox TV. Merci 1 million de fois pour vos conseils, merci 1 million de fois pour vos accompagnements, merci 1 million de fois pour vos critiques. Quoi qu'il en soit, madame, messieurs, nous allons, avec votre concours, tenter bien sûr de nous améliorer au quotidien. Que s'est-il réellement passé hier à Mbopi? Qui est ce jeune Camerounais qui serait mort dans une cellule là-bas au niveau de cette brigade? Comment comprendre en même temps que les détentions, entre guillemets, arbitraires, aboutissent au final à des morts d'hommes? On a encore eu un cas hier du côté de Mbopi. Qui est ce jeune Camerounais? La maman de ce garçon éploré est repartie s'enquérir de la situation de son fils au niveau de la brigade de Mbopi. Une fois là-bas, on lui dira rien et on lui fera savoir quelques heures après qu'il y a eu un forcing que voilà, on tente de mieux comprendre ce qui s'est passé pour que son fils meure dans cette brigade. La situation est tendue, mais surtout on tente autant bien que mal de cacher l'information et il est important que le peuple camerounais le sache. Et madame, messieurs, qu'on lève le voile sur ce qui se passe exactement dans les brigades. On n'oublie pas le cas récent de ce jeune Camerounais mort dans une brigade à Pouma. Madame, messieurs, que s'est-il réellement passé? On tentera au fur et à mesure avec l'évolution de l'actualité de vous donner toutes les informations afférentes sur le décès de ce jeune Camerounais dans cette brigade. On le dit encore ce matin, on est au cœur du sommet France-Afrique et Sébastien Nadotte, député français, laisse entendre à Emmanuel Macron qu'il n'a aucun charisme en même temps de mettre en place un sommet France-Afrique où il est où un constat clair se fait. Aucun chef d'État africain n'est présent. Il a choisi, le président français, de s'entourer uniquement de la société civile, entre guillemets, africaine, et quelques jeunes leaders africains. Quel est le plan exact de ce sommet France-Afrique, madame, messieurs? Que veut Macron? Est-il le président des Africains? Et les Africains peuvent-ils le voir comme tel? La question est posée. Merci à vous, merci à tous. Installez-vous confortablement. Allez, on va très vite justement ce matin dire bonjour à Mbombo Ben Kandje qui nous retrouve comme à l'accoutumée. Bonjour Mbombo, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dans ses mémoires, un homme politique français, Pierre Mesmer, avait dit « Nous partons pour mieux rester ». Il avait dit « La France a dit partir pour mieux rester ». Est-ce que c'est le replay qui va se dérouler à Montpellier? J'ai l'impression que ce sera ainsi. Dans une de ses chroniques, parue dans Jeune Afrique numéro 2937, du 23 au 29 avril 2017, Marwan Ben Yamed, le fils de Béchir Ben Yamed, avait intitulé son éditorial « C'est la France qui a besoin de l'Afrique ». Mais il citait quand même les propos d'Omar Bongo Ondimba. Je cite « L'Afrique sans la France est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. » Fin de citation. Pouvez-vous lui dire qu'il s'est trompé au président Omar Bongo de regretter mémoire? Oui, tout à fait. Il s'est trompé en pensant que l'Afrique sans la France est comme une voiture sans carburant. Non, comme une voiture sans chauffeur. Sans chauffeur. Donc, et la France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. Donc, nous donnons le carburant pour faire démarrer la voiture, pour faire fonctionner la voiture. Mais ce sera toujours la France qui va jouer le rôle de chauffeur. Est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui qu'il s'est trompé parce que ce qui Il ne s'est pas trompé. C'est justement là la problématique que nous devons résoudre. C'est-à-dire comment nous débarrasser des rois télé français qui représentent comme nos chefs d'État aujourd'hui. Si on n'a pas encore résolu ce problème, vos actions de développement, de tout ce que vous disiez, n'ira nulle part. Très bien, bon. Débarrassons-nous d'abord des dictateurs qui sont encadrés par la France et on va penser développement. Et reconnaissons en même temps que lorsqu'on parle de dictature, qui sont ceux qui laissent vivre ces dictateurs au sommet des pouvoirs pendant des décennies, comme c'est le cas dans des pays bien connus aujourd'hui en Afrique. Monsieur Mbatucher Lamel, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carozopet, fièrement, nous vous recevons ce matin. Bienvenue.
Merci à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. On parle encore de ces emballages non biodégradables qui font la résistance dans les espaces marchands. 8 ans après, ça il faut le dire, l'interdiction donc de la commercialisation de ce type d'emballage-là, malheureusement, n'a pas bougé d'un seul lieu. Autant on les retrouve encore dans les espaces marchands, malheureusement. Allez, Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous comme à l'accoutumée. Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou. Vous me regardez droit dans les yeux, je ne le dirai pas. On se comprend. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour nous tous. Vous me connaissez. Bonjour Michel Ngachou. Lequel je me permets de frôler le foulard ce matin. Ngachou, je ne veux pas vous frapper. J'ai juste frôlé le foulard ce matin. Voilà. Vous les fleurez juste en fait. Non, j'ai juste effleuré le foulard. Faut dire que oui, on pense au hashtag. C'est à la fin de l'émission, voilà. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs vous noient. Mais non, à la fin de l'émission, ça va se faire. Vous risqueriez de perdre. Comment on dit que vous frappez quand même? De perdre des dents. Michel Ngachou, vous venez de commettre un gros crime. Il n'y a rien de sacré que la chevelure d'une femme. Non, j'ai pas touché, j'ai effleuré le foulard, monsieur Ngachou. Oh là là, vous n'allez pas nous enfumer avec ça, monsieur Batouché Ramel. Vous parlez de la tradition, on vous appelle Oh ben Ngachou. non. On vous appelle Ngachou. Non. Respectez aussi les usages. Monsieur Batouché, Non, il y a une complicité. Non. Et s'il y a complicité, j'en peux se permettre. S'il y a complicité, il y a proximité. On peut s'embrasser sur le plateau si tu veux. Il n'y a pas de souci. Même en dehors. Même en dehors, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Cher Ramel, Chose est sûre, c'est que les lions ne te voient pas avec les auberges. merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Qu'est-ce que vous nous avez retenu ce matin? L'histoire de ce matin, Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, c'est l'histoire d'une maman. Elle nous écrit parce qu'elle dit que ça fait 15 ans, elle est séparée physiquement de son mari. Ils se sont mariés il y a quasiment 25 années déjà et ils se sont mariés par l'entremise des parents qui ont décidé de les mettre ensemble. Les 10 premières années, ça a essayé de marcher. 6 enfants sont nés de cette union, mais depuis 15 ans, son mari fait chambre à part. Tout a commencé par le fait qu'il rentrait tard du travail et il se couchait dans le canapé. Et ensuite, même lorsqu'il rentrait un peu tôt, il a commencé à occuper la chambre d'amis. Elle en est arrivée à un point où aujourd'hui, elle dit à son mari, je comprends qu'on puisse ne plus s'entendre, ne plus se supporter et tout, mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se séparer, que chacun reprenne sa vie? Il faut dire que la maman aujourd'hui avoisine les 50 années déjà, mais le papa dit non, tu es ma femme. Les parents, le père a 55 ans. 57 ans. 55. Ah, 55 ans. Ah, d'accord. Oui. Donc, le monsieur dit non, madame, on s'est marié, on ne se marie qu'une seule fois, je n'ai pas l'intention de divorcer, je n'ai pas l'intention de me remarier, donc on va devoir rester comme nos parents nous ont demandé de le faire et pour l'éducation de nos enfants. Donc, cette maman aimerait bien savoir comment est-ce qu'on fait pour se libérer. Comment est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit avoir une vie parallèle? Est-ce qu'elle doit commencer à mener une autre vie? Parce qu'elle a arrêté de vivre, de respirer, de voyager. Ça fait 15 ans déjà. Voilà. Donc le papa a décidé, comme ça, de dire qu'il ne consomme plus le mariage. Oui. Et il a décidé de après partir de cette Après chambre. combien d'années? 15 ans. Non, après 10 ans. 10 ans. Donc ils sont à 25 ans de mariage. Ça fait 10 ans pratiquement qu'ils ne consomment plus véritablement 15 le ans. mariage. 15 Ils ans. ont consommé 10 ans et 6 enfants sont nés. Donc après la naissance des enfants, des 6 enfants, le monsieur a décidé d'abandonner le lit conjugal. On salue bien sûr tous les messieurs qui nous regardent ce matin, qui certainement se sont retrouvés dans une histoire pareille. Comment vivez-vous, papa, avec maman? Maman, est-ce que vous avez une situation comme celle-là où papa vous dit depuis presque 10 ans que... ou un peu plus de 10 ans qu'il n'a plus le droit de consommer véritablement le mariage. La consommation du mariage aujourd'hui, on le sait en même temps, Isabelle Carrozoupette, je m'en souviens, pour avoir lu des ouvrages, pour avoir entendu des procès, pour avoir écouté bien sûr des reportages sur la question de la consommation du mariage. Est-ce qu'on décide quand on veut consommer son mariage? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont ramené, qui ont traîné quand même leur mari devant les tribunaux parce qu'ils refusent de consommer le mariage et pourtant c'est une obligation. Y comprenez vos grandes choses, madame? Je comprends que cette dame est partout sauf dans un foyer. Ouais. Oui, elle est partout sauf dans un foyer parce que ce qui caractérise le foyer, c'est d'abord le lit conjugal. Donc on ne saurait parler de
foyer sans parler de lit conjugal. On ne saurait parler de mariage sans parler d'intimité, parce que le mot mariage en lui-même, c'est cette symbiose-là, c'est ce mélange-là. Quand vous mettez un vêtement où les couleurs épousent notre couleur, on parle de mariage. Vous avez fait un beau mariage de couleurs. Donc on peut comprendre la force de ce mot qui signifie cette union, qui signifie cette intimité, qui signifie donc ce mélange-là, que vous soyez en phase et que vraiment que vous soyez en atome crochu. Donc vous retrouvez dans un ménage où vous ne pouvez plus partager la même couette. Moi je crois que ça pose un réel problème, et garder ça pendant 15 ans, c'est énorme. Ben, où est-ce qu'on va? Si on veut se séparer, si on veut divorcer, ben, on n'a qu'à dire que, ok, d'accord, on met un terme à cette relation. Si le monsieur a eu ce qu'il voulait, à savoir les enfants, et qu'il n'a plus besoin de cette femme, qu'il lui dise, ma chère, écoute, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Ce sera dur pour elle de comprendre, ce sera dur pour elle de digérer par rapport à ses enfants qu'elle a eus, par rapport à tout le temps perdu et tout. Mais au moins, il y aura une chose qui sera, certes, c'est qu'elle saura qu'en face, il n'y a plus cette personne qui l'aime, et elle peut-être désertera les lieux. Mais elle pose une question, devrait-elle mener une relation extra-conjugale ou pas? C'est ça. C'est ça le problème fondamental de cette dame. On ne peut même pas parler de relation extra-conjugale parce qu'elle n'est même pas encore elle n'est plus dans la situation de vie conjugale. Oui. À mon avis. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, Elisabeth? Mais dans ce cas, on va droit au but. Vraiment que le monsieur... Quand on se sépare, on se dit, bon d'accord, à chacun, on demande le divorce. Oui, on dit à monsieur, va droit au but, parce qu'il y a des hommes comme ça, qui vous prennent tout votre temps, qui vous prennent toute votre vie, qui vous prennent votre jeunesse, qui vous prennent votre beauté, qui prennent tout ce qu'il y a dans vos entrailles. Elle lui a donné 6 enfants. Je me demande comment ce genre ou encore ce type de cruauté peut habiter les hommes. Et puis venir un matin la larguer, quand on a fini de l'essorer. Je pense que c'est un criminel, ce monsieur. Il n'a aucun respect pour la femme. Il n'a aucun respect pour cette femme qui a permis qu'on l'appelle lui papa. On a 55 ans, M. Mbatoussi Alamel. 55 ans, la différence d'âge. Le problème, c'est la femme. La femme, oui. On a une différence d'âge, 55 ans pour l'homme, 50 ans pour la femme. Aujourd'hui, à un peu plus de 25 ans de vie commune, on s'entend presque plus. Est-ce qu'on a l'occasion ici de parler d'une incompatibilité conjugale au moment où on est incapable de se consommer soi-même dans ce couple-là? Monsieur Michel Ngacho, les femmes dérangent. Les femmes dérangent, dites-vous. Comment ça? Je vous assure, s'il y avait possibilité, je dirais à Dieu de récupérer les femmes. Et de garder les hommes. Oui, laisse-les. De garder les hommes entre eux, c'est ça? Laisse les hommes. Attends. Les hommes ont moins de problèmes que les femmes. Donc garder les hommes entre eux, M. Mbatoussi. Monsieur, j'ai dit garder les hommes. Je n'ai pas dit... La procréation, monsieur Michel Ngacho, je dis s'il y avait, j'ai mis le conditionnel, ce qui est impossible, il n'avait pas de problème. La preuve même, quand on a fait le premier homme, d'après les textes de la Bible, il a dit à Dieu que la femme, que la personne que tu as donnée là me dérange. Lui-même a dit que je ne la comprends pas. Dieu lui a dit que non, reste avec la personne, vraiment, bats-toi. Monsieur Michel Ngacho, dans l'histoire, cette femme ne nous dit pas qu'elle va arranger. Cette femme ne nous dit pas qu'elle a commencé à arranger. Donc vous croyez que depuis 15 ans, elle n'arrange pas? Vous croyez que depuis 15 ans, elle n'est pas en train d'arranger? Le fait déjà de rester, c'est vouloir arranger. Le fait déjà de rester, c'est vouloir arranger. C'est vendredi. Quand même. Et quand vous n'êtes pas comme ça, Michel Ngacho, et vous tolérez ça? Elle ne nous dit pas qu'elle a essayé d'arranger le problème. Elle ne dit même pas ce qui Elle ne dit même pas ce qui cause le problème. Pourquoi monsieur est parti? Elle dit qu'elle veut partir. Elle dit qu'elle veut aller se prostituer. Elle dit qu'elle veut aller vivre. Oh, monsieur Ngacho, est-ce que les mots ont été comme cela? Je veux vivre. Non, je veux vivre ma vie. Vous mettez quoi? Je veux voyager. Je veux découvrir le 7e ciel. C'est avec qui? Monsieur Michel Ngacho, cette femme dérange. Pour ce problème, il y a une chose. Chez les Bantous, on ne divorce pas. Il a respecté ça. On ne divorce pas. C'est vous qui avez amené la dot. Aujourd'hui, je lance un défi à tout le monde. Comment on appelle la dot dans vos langues? Ça n'existe pas. Le mot dot n'existe pas dans les langues. C'est le blanc qui a amené la dot. C'est la langue, c'est le patois français. Non, oui, c'est le blanc qui a amené l'affaire de dot. Ça n'existe pas dans les langues. On sait quand même que chez nous, c'est le mariage. D'accord. Le mariage. Vous vous rendez compte, monsieur Michel Ngacho? Et quand j'écoute cette histoire,
Ce type de mariage, c'est des mariages entre les amis. Oh, je dis, monsieur Ngachou, tu es mon meilleur ami. Nous marchons ensemble tous les jours. Ça fait 20 ans qu'on marche ensemble. Ne perdons pas cette amitié. Donne-moi ta fille. Je donne ta fille à mon fils. Selon notre amitié. Et que jamais on ne soit séparés. Se séparer, c'est la honte des parents. Se quitter, c'est la honte des parents, monsieur Michel Ngachou. Et tous nos parents sont passés par là. On prenait dans le voisinage parce qu'on regardait la qualité, le comportement. Monsieur je parle, monsieur Mbachou, je vous relance. Lorsqu'on est arrivé à ce niveau, c'est vrai que vous rentrez dans les formes empiriques. Est-ce qu'on peut pas parler ici d'une incompatibilité conjugale? Monsieur Michel, zéro. Consommé quand même. Le mariage ne finit chez les Bantous que lorsque l'homme prend les affaires de la femme, il met dehors. C'est après qu'on ait épuisé toutes les voies de contour, toutes les voies de réconciliation, qu'on arrive à cet acte. Chez les musulmans, on parle de la lettre de répudiation. Monsieur Michel Ngachou, elle n'a pas épuisé, elle n'a même pas commencé. Il respecte la mémoire parentale. Vous êtes unis pour le meilleur et le pire. C'est le pire, madame, nous ne dormons pas sur le même lit. Reste dans ta chambre. Reste dans ta chambre. Monsieur Michel Ngachou. La femme n'a pas dit, permettez-moi, la femme n'a, monsieur Michel Ngachou. Je vous reprends. La femme n'a pas dit qu'elle prépare et ne mange pas. Elle prépare et mange. Elle n'a pas dit qu'elle ne lave pas ses habits. Elle lave le reste de son mari. La seule chose qu'elle n'a pas droit, c'est le sexe. Le mari a dit, j'arrête là. Une dizaine d'années? Monsieur Michel. Une dizaine d'années? Oui. Et vous cautionnez ça? Et ils sont pleins, les couples qui nous regardent. Il y a des gens qui sont à 20 ans. Non. Je dis, il y a d'autres qui sont à 20 ans. L'homme ne touche pas la femme. Mais la femme joue son rôle. Ils sont dans la même maison. Il dit, madame, je n'ai aucun problème de sexe, toi et moi, et ça s'arrête. Ça, c'est encore le mariage. Monsieur Michel, la femme peut avoir amené un MST à son mari. Oh là là. Elle peut avoir amené un MST à son mari. La femme peut avoir posé un acte de fidélité. Et depuis 15 ans, l'homme a dit, je m'arrête là. Quelles sont les méthodes de résolution que la femme a mis en place pour résoudre cette guerre? Dernier point, il y a l'éducation des enfants. La femme table sur l'éducation des enfants. L'homme, il dit, je ne te laisse pas. Parce que nos enfants doivent savoir que nous restons un couple. Même si on est brisé, nous restons un couple, nous restons une famille. On doit éduquer nos enfants ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que quelque part, il y aura un traumatisme, mais l'homme a dit, nous restons là. Est-ce que la femme transpose la colère qu'elle vit avec son mari sur ses enfants? Ça encore, il faut aller chercher. Mais je dis, cette femme, dans cette affaire, dérange. J'ai envie de comprendre. Je ne sais pas si les mamans qui nous regardent ce matin comprennent justement le fond de cette histoire. Maman, vous faites 15 ans avec votre mari, papa ne consomme pas le mariage aujourd'hui parce que vous avez choisi de vous dire, bah écoute, au-delà des 6 enfants qu'on a, on peut tenir. Elle est restée 15 ans. Et maman pose la question justement ce matin, ce moment, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Devrais-je continuer? N'ai-je pas le droit de mener une vie extra-conjugale? Papa également, comment fait-il? Dites-nous, cher monsieur. Mais je vous pose la question de Dominique Audrey. Cette femme, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'elle reprenne sa vie en main. C'est tout. À 25 ans, comment vivre sans consommer le mariage en 15 ans? Que ça se termine. Que ça se termine. Moi, je ne comprends pas qu'on soit l'époux d'une femme et qu'il y ait, même si elle a tué votre mère, qu'il y ait un problème, vous fuyez la chambre comme un gamin devant le premier problème. Pour aller vous réfugier dans le canapé. Et après, bon, ça c'est dans un certain logiciel, sauf que la réalité sur le terrain, parfois on ajoute même les enfants dans ce lit. Donc cet homme, il fuit la chambre, il se retrouve au salon et après il intègre la chambre d'amis. Simplement, cet homme n'a jamais aimé sa femme. Pourquoi? Ça, c'est l'une des conséquences des mariages arrangés. Dès la base, il n'y a pas eu d'amour. Dieu merci, ses enfants sont tout de même nés. On ne peut pas dire que cette femme a perdu 25 années de sa vie avec cet homme. Elle a eu la plus belle des récompenses, ses 6 enfants. Mais à la base, les deux n'étaient pas faits pour être ensemble. Les deux ne se sont jamais entendus. Les deux n'ont jamais eu les mêmes centres d'intérêt. Les deux ne se sont jamais projetés. Les deux ne regardaient pas la vie de la même façon ou bien l'avenir de la même façon. Donc aujourd'hui, cet homme n'a pas le droit d'empêcher que cette femme vive. Parce que jusqu'ici, c'est une femme qu'on doit canoniser. 15 ans d'abstinence. Je veux comprendre, qu'est-ce qui peut justifier quand même? Qu'est-ce qui peut amener un homme à ne plus désirer sa femme?
Plus de 15 ans. Il a voulu être polygame, elle a refusé. C'est pour ça. C'est pour ça. Me mettre dans la peau d'un homme. Vous n'intervenez pas là. Il a voulu être polygame, il a demandé à la femme, elle a refusé, elle a dit c'est monogamie jusqu'à la gare, on ne change rien. C'est pour ça qu'il a donc dit ok d'accord. Tant que ce ne sera pas polygamie, donc je vais donc te sévrer. Il veut donc utiliser une forme de violence pour pouvoir atteindre ses fins. Amener cette femme a dit ok d'accord chérie, je te laisse aller signer polygamie. C'est ce qu'il recherche, mais la dame ne veut pas. Elle est téméraire. Alors on a pris quelques c'est ça, il n'y a rien d'autre que ça. Dominique va chuter. Allons-y Dominique. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que le monsieur, lui, il a continué sa vie simplement. Normalement, il a souvi ses besoins libidinaux et il rentre à la maison. Cette femme, mais il est resté 15 ans. Il est resté 15 ans. L'histoire ne l'a pas dit. C'est logique. Depuis le début de la semaine, vous dites l'histoire ne l'a pas dit. L'histoire n'a pas dit ça. Ne mettez pas ça dedans. Charlamagne. Je vous suis. Aucun homme ne va rester Charlamagne. Donc, logiquement, pendant 15 ans, cet homme, si on part interroger même son parcours, toutes ces 15 années, on va se rendre compte qu'il a même un autre foyer et il vient simplement dormir dans son premier foyer. Donc, à cet homme, je vous en prie, si vous nous regardez, il peut arriver qu'on n'ait plus envie de voir une femme, même en peinture, mais tout simplement, séparez-vous et vivez la vie... L'extase, comme vous le désirez, certainement ce sont les positions qu'elle n'a pas pu atteindre ou bien qu'elle n'a pas voulu faire à cause des choses dans lesquelles les hommes trempent récemment. Elle n'a pas voulu ça et aujourd'hui on la catalogue, on la met c'est mon interprétation. Mon interprétation. D'accord, je vais interpréter. Mon interprétation. Vous avez traité cette femme de fidèle, de malade. Elle avait une MST. Elle peut avoir à donner même une MST. Elle peut avoir couché même avec le frère du mari. Elle peut avoir couché avec l'ami du mari. Oui, ici les frères prennent les femmes en veuvage. Oui, on prend les frères en veuvage. Donc, ici, madame, vous avez l'âge. Vous avez encore l'âge de vous refaire. Vraiment, vous avez l'âge de vous refaire. 50 ans? Oui, même si c'est 70 ans. Que votre famille soit mise à contribution pour que cet homme vous libère. Vraiment, vous êtes une sainte. On parle bien évidemment d'un sujet qui peut sembler être banal. Mais autour de nous, il y a des réalités incroyables. Dans les chambres, dans les chaumières, dans des maisons, dans des familles, dans des couples, il y a des problèmes comme cela. Et bon, Bengan, expérience faite quand même. 50 ans, on n'est pas si vieux quand même. Incompatibilité conjugale, ça peut se justifier, mais surtout, pourquoi ne pas consommer le mariage alors qu'on est marié? Justement, c'est à 50 ans qu'on entame, on entre dans le troisième niveau du mariage où les enfants sont en train de partir et vous vous retrouvez en train de, de gérer vos derniers jours ensemble. C'est là où, pour les couples, on les conseille d'avoir des enfants tôt pour qu'à cet âge-là, ils puissent se retrouver, parce que vous dépassez le stade des soupçons et vous êtes maintenant à ce niveau-là. Mais sauf que ici, madame, s'il te plaît, ma fille, il y a 50 ans, dis-nous ce qui s'est passé pour qu'on te donne des conseils, parce que les conseils, ça me ramène à ce que les femmes disaient là, quand elles parlaient de l'émancipation. C'était l'émancipation, c'était qu'on leur donne la liberté d'utiliser le sexe. Dis-nous ce qui s'est passé pour que l'homme prenne cette décision-là. Parce que sinon, on va commencer à se jeter en conjecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils a fait quoi? Il t'a surpris. Il veut prendre une autre femme. Il te reproche quoi? Si c'était une histoire d'infidélité, les affaires de cette femme ne seraient plus dans cette maison. Son mari l'aurait répudié depuis fort longtemps. Et il aurait crié sur tous les toits, ma femme m'a trompé. Tant qu'elle est encore chez ce monsieur et qu'elle n'a pas vraiment des blessures sur le corps, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une infidélité de la part de cette femme. Monsieur veut être polygame. Monsieur, justement, il a dit, lui, malheureusement, il a répondu à cette question. Et on vous disait encore ça hier. Lorsqu'on est dans le couple, ce qui prime sur ce que vous appelez amour, je comprends donc maintenant pour vous, l'amour c'est le sexe. Il y a le devoir, le sens du devoir, et le devoir prime sur le sexe. Et monsieur est dans le sens du devoir. Honore ton père et ta mère. Il dit, nos parents nous ont. Nous avons les enfants qui doivent nous honorer. Nous restons là. Merci. Voilà un homme du devoir. Merci. Voilà ce qu'on recommande aux hommes. À quel prix? Merci. Je reprends.
nos parents nous ont dit de ne jamais nous séparer. Merci. Voilà. Nous avons les enfants qui doivent grandir dans un environnement de mariage. Ça veut dire que les problèmes de toi et moi, ça reste là. On ne les expulse pas, on ne les présente pas, mais on va gérer ça. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Voilà. Et il n'y a pas de réponse à ça tout de suite, bon, maintenant. Non, comme il n'y en a pas, oui. J'ai dit donc, ma fille a 50 ans, engage le processus de réconciliation. Va dire, chérie, pardonne-moi. Pourquoi jeter le propre sur la femme? Seulement, est-ce que l'homme ne peut pas être lui-même le problème? Choisis délibérément de dire, comme Isabelle Carole le dit sur ce plateau ce matin, d'accord, je ne veux plus, bien je vais prendre une deuxième femme, ou je ne la sens plus, je ne la supporte plus. Mais c'est ma fille qui a posé le problème. Mais, oui, elle dit, qu'est-ce que dit à son mari aussi? Mais elle n'a rien, elle ne nous dit, qu'est-ce qui amène mon fils à partir? Elle ne nous dit pas. Pourquoi elle garde le mystère? Si c'était la polygamie, elle aurait dit. Vraiment, avec facilité. Avec facilité. Si c'était que monsieur a une midinette, il a pris une midinette là de 28 ans, elle aurait dit. Que voilà un homme comme ça. On sait très bien la petite qu'ont les hommes à vouloir se livrer à ce genre de jeu. Ouais. Passer 15 ans sans vraiment effleurer sa femme, ben, ça veut dire qu'on est tranquille. Il peut être un initié comme moi, nous on peut faire 20 ans. Non, il y en a, c'est compliqué pour un homme de faire un jour. C'est compliqué pour un homme de faire un jour sans toucher sa femme, Michel Ngachou. C'est compliqué pour un homme de passer une nuit sans toucher sa femme. C'est impossible. Encore 15 ans. C'est impossible. Monsieur Isabelle Carole, quand vous dites quand même 15 ans, une nuit. Bon. Monsieur Michel, on va sortir ça là. L'homme peut être, on peut même chercher dans les infidélités, mais la source de ce problème peut venir du mépris et de l'irrespectabilité que cette femme a vis-à-vis de cet homme. C'est la raison pour laquelle elle ne parvient pas à nous parler. Je suis d'accord avec Isabelle Caron qui dit si ça m'était une question d'infidélité, on l'aurait jeté dehors. Mais il y a des femmes irrespectueuses. On a pris le cas de cette femme qui versait la poubelle sur les lits. On prenait le cas, la femme peut avoir une mauvaise bouche, une irrespectueuse. Vous savez, c'est la seule punition. Dormir avec une femme et ne pas la toucher. Se refuser. Elle passe, vous la regardez avec un genre, monsieur Michel, je vous assure. On va s'arrêter là, merci. Merci. 15 ans, ça veut dire qu'elle l'a fait. On va demander à nos téléspectateurs, s'il vous plaît, allez nous écrire sur la page Equinox TV, parce que là-bas, le débat est très compliqué. Vraiment, chacun y va de son commentaire là-bas. Et laissez-nous également un message par WhatsApp et Isabelle Carotte tout à l'heure vous lira fièrement. Tout de suite, la colère est signée sur la même Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question des dégâts orchestrés par le champ de tir situé à proximité des habitations à Niala, dans ce pays. Pour ceux qui ne le savent pas, Niala est situé dans la ville de Douala, dans le 3e arrondissement. Lorsque vous traversez la ville, vous passez forcément au niveau de la grande station après Yassa. À la droite, vous entrez dans le domaine de Niala. À Niala, il y a un champ de tir qui ne cesse de faire mal, très mal. Le petit Robert, dans son 15e volume, à la page 143, définit un champ de tir comme étant un lieu conçu ou aménagé pour le tir sécuritaire, sur une base régulière et structurée d'armes à feu pour le tir à la cible ou les compétitions de tir. Il est entouré d'une barrière de haute sécurité et il est à distance raisonnable des habitations. Que se passe-t-il dans Niala pour que devant les vérandas, dans les écoles, au marché de Niala, on retrouve des balles qui tuent, des balles perdues qui assassinent, des balles perdues qui changent
décidément la vie des populations. Combien de personnes vont encore mourir à Niala pour qu'on délocalise ce champ de tir? Combien de douilles va-t-on encore ramasser, ou de balles va-t-on encore ramasser dans le quartier Niala après toutes les plaintes formulées à l'endroit de l'autorité administrative et j'en passe? Y a-t-il lieu de parler de tirs sécuritaires dans certaines localités de ce pays, cas de Niala? Comment comprendre ces dégâts causés par les balles perdues? Monsieur le délégué à la Sûreté nationale, Monsieur le ministre de la Défense, les balles perdues terrorisent les populations du quartier Niala. Chaque jour où il y a exercice, les balles se perdent. C'est des bensikineurs qui prennent des balles. C'est des commerçants qui prennent des balles. C'est des passagers de taxi qui prennent des balles. C'est dans le marché où des clients prennent des balles. Ces balles proviennent d'un champ de tir. Et ces balles font chaque année des blessés dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 3. Les populations sont surprises en plein marché, dans la rue ou à leur domicile. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur le ministre de la Défense, ces populations sont plongées dans la psychose. Aucune autorité pour les rassurer ou leur donner des explications, alors même que l'une de ces munitions ne cesse de coûter la vie aux pauvres enfants de ce pays. Qui a rapproché les champs de tir du marché? Qui a rapproché les champs de tir des habitations? Était-ce les habitations qui ont trouvé le champ de tir ou le marché qui a trouvé le champ de tir? Question. Comment a-t-on laissé les populations s'installer tout autour de cette zone? Autre question. Comment comprendre la proximité qui existe entre les champs de tir et les habitations dans le quartier de Niala? Qui a autorisé les populations à s'installer près d'un champ de tir? Rappelons-nous qu'on avait vécu les mêmes scènes en Colbisson à une certaine époque, parce que pas loin de là, il y avait un champ de tir qui n'était pas très loin du grand séminaire. On se rappelle ce qui avait eu lieu dans cette zone. Nous étions dans les années 80. Quelles sont les mesures qui ont été prises par l'autorité nationale pour éviter ce scandale? Comment comprendre cette proximité étonnante qui ne gêne pas le sous-préfet qui a dans son bureau environ 14 requêtes formulées depuis janvier 2021? Savez-vous qu'en 2020, une cinquantaine de balles avaient été ramassées dans le quartier Niala? Comment comprendre l'inaction du sous-préfet de Douala 3, malgré les multiples interventions et interpellations des chefs de Niala 3? Si on est dans un pays que les camps d'entraînement et de tir se côtoient avec les marchés, on peut affirmer sans se tromper que les intentions ne sont pas du tout bonnes. Pourquoi ne pas alterner les jours avec interdiction de circulation, mieux d'activité dans ces quartiers ou marchés? Pourquoi ne pas déplacer les exercices à une distance où la balle sera inopérante? Toujours est-il qu'on ne cesse d'enterrer les morts. Là-bas à Niala, Equinox a fait une série de reportages qui certainement n'a pas retenu l'attention de l'autorité. Mais là-bas à Niala, c'est grave. Les balles, c'est désormais comme les grains de maïs. On va dire des braises ardentes quand même au niveau du nord et du sud-est du Cameroun. On sait en même temps que dans les agences de voyage, dans fin de semaine dernière, on a eu les munitions qui se baladaient un peu de partout. On parle encore du côté de Niala, véritablement. C'est une colère exprimée par Charles Bachou, mais surtout, il y a lieu ici de voir comment protéger les populations, protéger ceux qui passent par là, ou pourquoi ne pas éloigner le champ de tir, l'amener encore très loin. Bon, Benga. Nous respectons bien sûr les engagements, les formations de nos forces de défense et de sécurité, mais là, lorsqu'il y a une proximité avec les populations, il y a quand même lieu de prendre de nouvelles mesures, dites-vous. Oui, mais ce sont les populations qui ont trouvé les champs de tir.
en place. Si les populations ont trouvé les champs de tir en place, ça veut dire que les autorités camerounaises ont failli à leur politique de développement urbain et d'encadrement des populations. Pour le cas, par exemple, que Jalamel a signé, donc je connais un peu l'origine, c'est-à-dire l'implantation du génie militaire, oui, l'implantation de BBR, côté là où vous appelez Saint-Michel, l'implantation du camp de la valeur à Bonanjo, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'implantation de plusieurs camps militaires, les champs de tir, c'était la brousse lorsqu'il arrivait. Et même lorsque Bonanjo s'est agrandi, au niveau du camp de la valeur, ils avaient des champs, des endroits où on a supprimé pratiquement. On les a supprimés complètement. On est allé du côté du génie militaire pour servir également de formation. Donc, il fallait donc maîtriser le développement, l'accroissement urbain. On a laissé faire. On a laissé les populations s'installer, sachant qu'il y avait un danger. Et est-ce que cela participe d'un plan d'assassinat des populations? Pas tout à fait, mais puisque la conséquence est cela, je me rappelle, je pense qu'il y a encore 2 ans, une femme était tombée comme ça au marché de Niala parce qu'une balle sortait de ce champ de tir et là, voilà, on voit régulièrement les murs sont percés. Précisément pourquoi nos autorités sont parvenues là, parce qu'en fait, tout autour du génie militaire, il n'y a pas de titre, on ne délivre pas de titre foncier. Mais pourquoi on a laissé les populations construire? On vous dirait, ah non, tel général qui contrôlait ceci m'a laissé, bon, que j'étais l'entrée, bon. Voilà, on expose les populations à la mort prochaine. Parce que c'est ça, en fait, vous ne pouvez pas vivre à côté d'un champ de tir et estimer que vous êtes à l'aise. Vous ne pouvez pas avoir un sommeil profond. Donc, ça fait partie des faillites de la politique d'urbanisation de notre pays. Oui. On devrait, comme c'est le cas maintenant, puisqu'on ne peut plus déguerpir ces populations-là, délocaliser les champs de tir. Parce qu'au moins, faire ce que Chalamel a proposé, et je ne savais pas qu'il avait fait une formation militaire, mettre des murs de haute sécurité, parce que la mur, si vous les faites avec les parpaings, donc ça va traverser, parce qu'il y a des matériaux, notamment les briques, les briques là. Les briques de terre. Les briques, oui, de terre. Les briques de terre cuites en fait. Oui, voilà. Cuites, plus une autre membrane qu'on peut ajouter, on met le mur de haute sécurité et continue à exercer les choses. Et là aussi, ça me permet de tirer vraiment un coup de chapeau à nos forces de défense et de sécurité, parce qu'ils savent ça. Et leurs instructeurs aussi. Ils le savent. Mais c'est pas eux qui prennent la décision. Oui, c'est le politique qui a pris la décision là, disant comment vous pouvez former les militaires sans leur apprendre à tirer. Voilà. Et donc, bon, voilà. Mais maintenant, ce n'est pas eux qui disent que c'est ici que nous allons nous installer. C'est le politique qui leur dit j'installe un champ militaire ici, j'installe un campement ici, là-bas, j'installe le camp des officiers ici, le camp des sous-officiers là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, eux, ils exploitent l'espace qu'on leur donne et ayant constaté cela, ces dégâts, je pense ils ont rectifié, comme on dit dans l'armée, ils ont rectifié le tir. Parfait. Mais il reste maintenant aux politiques de faire mur de sécurité. Nous saluons mesdames et messieurs, ce matin c'est l'instant que vous joignez à nous, nous sommes sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith et ils sont très nombreux, ces populations du côté de Niala, ici bien sûr dans le littoral qui nous regardent et qui vivent ces situations au quotidien. Alors, on espère également que le ministre de la Défense, de la Défense en réalité, chargé de la Défense, parce que le vrai ministre de la Défense au Cameroun, c'est Paul Biya, il faut le dire, donc il n'est que le ministre délégué, chargé de la Défense, qui nous entend, il n'est que le délégué, il n'est pas le ministre de la Défense, parce que le MINDEF au Cameroun, c'est le chef de l'État. Tout à fait. C'est lui qui est le garant justement des forces de défense. C'est bien de l'avoir précisé. Alors donc, on va dire, au moins, on espère qu'il nous entend ce matin et qu'il entend quand même Isabelle Carazopet, qu'à Niala précisément, il y a des vies qui sont, on va dire, en danger là-bas, si rien n'est fait pour délocaliser quand même ce champ de tir du côté de Niala. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de pouvoir délocaliser ce champ de tir? Ce serait impossible, pourquoi à votre avis? Impossible parce qu'il y a des choses assez minimes qui ne sont pas faites. Je ne pense pas que ce soit ça qui puisse être fait.
Ça devait être fait depuis que cette dame avait perdu la vie, elle qui était assise vraiment derrière son comptoir au marché Niala, avait reçu cette balle qui provenait de ce genre de tir. Je pense que urgemment, on aurait pris des mesures qui s'imposent. De dire là, il y a mort d'homme à cause de cette proximité. Et pour éviter de tels dégâts à l'avenir. On remercie le ciel. Il y a une seule personne qui soit décédée. Non, mais le bilan... Il y a une autre dame qui était dans le marché, elle faisait des achats, elle a reçu une balle. Un benzikineur qui passait, il a reçu une balle, mais lui n'est pas décédé. La dame, par contre, était décédée. Oui, les deux dames sont décédées. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est suffisant pour prendre des mesures. Pour dire, ok, d'accord, on délocalise ce champ de tir pour éviter cette proximité. Parce que la proximité fait en sorte que le danger soit permanent. De jour comme de nuit, on est exposé. Qu'on soit chez soi, qu'on soit en train de vaquer à d'autres occupations, on est exposé. Mais si ça n'a pas été fait après le décès de ces dames, je pense pas qu'aujourd'hui ça puisse être fait. Comment les populations ont fait pour avoir un titre foncier de ce côté-là? Pour s'arracher des parcelles de terre. Ouais. Qui a délivré des titres fonciers à ces familles? Parce qu'en principe, elles ne devraient pas pouvoir loger ou encore vivre aux alentours. Vous savez quand vous le dites, vous me rappelez... Je pense qu'ils n'ont pas de titre foncier. Les autorités administratives les ont laissés s'installer. Voilà. Mais à tort. Oui, à tort. À tort. Ça me rappelle un fait, justement, vous allez poursuivre Isabelle Carros. Quand vous allez à la base aérienne de Yaoundé, 101 justement, en van, très jeune justement, nous on n'habitait pas très loin des Kounou, au niveau du dernier poteau là-bas, nous on vivait les mouvements des avions en permanence. Aujourd'hui, mais c'est inondé, la ville est là-bas en réalité. Et c'est ce qui a poussé justement le gouvernement camerounais à délocaliser l'aviation de là pour Simalène, qui va-t-on même dire, mais en Simalène, c'est le même processus qui est en train de s'imposer. Donc pour revenir à votre niveau justement, il y a quand même un boom démographique, et dans ce boom démographique, il faut trouver le moyen justement le boom démographique peut être bien géré. Ouais. Le boom démographique peut être bien géré, mieux géré. Il y a un plan d'urbanisation de la ville qui doit être respecté pour permettre que la ville soit aérée et que les gens, les uns et les autres, occupent des espaces appropriés. C'est avec le consentement de ces autorités que ces familles vivent là-bas. Moi, je dis aussi, il faut que les populations, à un moment donné, aussi, essayent d'être un peu plus responsables. Vous choisissez de vivre dans un tel endroit. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants, à vos familles? Est-ce qu'elle savait que c'était ça? Vous voyez un terrain qui est libre. Ok, vous venez vous installer. Parce qu'en réalité, ce sont tels qui ont trouvé le champ de tir. Oui. C'est pas le champ de tir qui est venu après les populations. Oui, mais fondamentalement, est-ce que le gouvernement, justement, ne peut pas se rendre compte qu'au moment où on en parle, il est urgent de délocaliser quand même ce champ de tir de là et retrouver quand même un autre espace? Un gouvernement sérieux aurait pu faire ça. Depuis fort longtemps. Dès la première victime, on déplace. C'est incroyable. Mais nous ne sommes pas dans un pays Dominique Audrey, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Généralement, les sujets qui concernent le Cameroun sont difficiles à commenter parce que lorsqu'on fait une transposition dans certains pays, on se rend compte qu'on est conscient que la ville arrive et qu'il y a différents types de stands de tir, de zones de tir ou bien de camps de tir. On en a qui sont ouverts, semi-ouverts ou complètement fermés. Donc ici, on a une configuration qui a simplement voulu qu'on ait un stand de tir et qu'on tire, tout simplement. Dans d'autres pays, lorsqu'on se rend compte que la ville est en train d'approcher, on se déplace. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire peut-être des constructions permanentes, des constructions qui vont définitives, qui vont s'éterniser, parce que si jamais les gens commencent à fuir autour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on a besoin de s'installer à cause de l'exode rural, à cause encore de nos villes qui ne sont pas développées comme elles devraient le faire. On doit au fur et à mesure s'éloigner de plus en plus. Par exemple, en France, si je ne me trompe, il y avait une localité où il y avait 100 habitants. Ouais. On a installé un stand de tir là-bas et les populations ont dû faire des pétitions. Pas d'un champ de tir. Oui, d'un champ de tir. Il y a des populations ont dû faire des pétitions pour qu'on déplace cela de là, parce que non seulement la tranquillité au niveau des bruits qui causent des problèmes
de santé, mais également des balles perdues. Des balles perdues. Lorsque la dame de PK10 a reçu la balle, dans tout le marché, on a eu l'impression que c'était un compteur qui avait pété, qui avait explosé et tout. Pourtant, il n'en était rien. Imaginez les personnes qui sont malades du cœur. Un choc aussi intense, aussi fort, pourrait causer d'autres problèmes. Donc, que ce soit sur le plan de la santé ou bien même de la sécurité, les Camerounais sont en danger. Donc, les champs de tir, les stands de tir, les zones de tir, tout ce que vous voulez, où est-ce qu'on tire, c'est bien, c'est normal, il faut se former, mais il faut que les populations soient mises en sécurité. Donc, tout simplement, il faudra impérativement déplacer ce stand pour une zone encore inhabitée en attendant qu'on arrive, ou alors on va faire des constructions avec du béton armé dans des sous-sols avec des zones un truc insonorisé pour que même les bruits ne puissent pas déranger. C'est comme des aéroports. En tout cas, lorsque vous parlez de Nicodre, je dis ouais, ça c'est l'exemplarité. Vraiment, nous sommes. C'est trop beau pour être vrai pour le Cameroun. Et quand Richard Bonnard, dans une de ses études qui a fait carton, disait justement que si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris ce qu'on vous a mal expliqué, là vous nous expliquez un Cameroun que vous voulez pour tout le monde. Un Cameroun qui est possible, Michel Ngachou. Mais fondamentalement, on peut rester à Niala, mais on décide d'avoir un champ de tir souterrain. C'est une possibilité. C'est faisable. C'est faisable. On fait tout avec du béton ou bien avec la maçonnerie, avec une construction en même temps, il y a des conditions justement de formation pour nos forces de défense et de sécurité. Il y a des espaces en réalité où ils devraient se faire former en permanence. Si aujourd'hui ils n'en ont plus, bon Bengan, il est donc temps que ils sont formés. Surtout à Niala, c'est la base nationale du génie militaire. Et ils ont démontré que ils peuvent faire un pont sous le Vouré en 2 jours. S'il y a un cas de guerre, disons que je ne suppose pas ça pour le Cameroun, mais si le pont venait à couper et qu'il fallait que les gens passent en 2 jours, ils peuvent lancer un pont. Ça veut dire qu'ils ont le point de tir. Ils peuvent donc creuser et faire un champ de tir souterrain. C'est une proposition qui marche, Charlemagne. On cherche l'argent. C'est une proposition. Michel Ngachou, nous avons 475 000 km². Nous ne coupons même pas les 3 quarts. On ne peut pas reculer. Même pas. On peut aller à Yabassi, là on cherche un espace du côté de Yabassi. On peut aller plus loin, monsieur Michel Ndobian. Il y a des espaces à Ndobian, il y a des espaces à Bakwa, il y a des espaces à Moya, il y a des espaces à Biam. Oui, ça permet de nous montrer et de développer les localités, parce qu'il va falloir. Non, même à côté, l'arrondissement de Bamba là. C'est là où on forme les commandos. Là où on forme les commandos, vous allez arriver, cet espace n'a jamais bougé, il n'y a jamais eu de petites mutations. On peut les envoyer. Je ne vais pas me faire. Vous savez, la balle a une vitesse. Et 2 choses jouent. Lorsque la balle sort, il y a la vitesse de la balle, il y a le sens du vent. Le vent peut porter une balle, monsieur Michel Ngachou. Donc je ne suis pas expert en balistique, excusez-moi, vous n'allez pas. Je vous vois en balistique, justement. Mais je voulais vous demander, êtes-vous un acteur du film, la série Horatio? Non, monsieur Michel Ngachou, c'est des analyses. C'est des analyses que nous faisons. Nous nous arrangeons à avoir quand même assez d'informations. C'est pas aujourd'hui que ça pose problème, ça pose problème depuis des années. Vous avez le chef de Niala 3, Jean-Pierre Wack, qui plusieurs fois a ramassé les balles. Il a lancé même, je crois, une petite association. Les gars récupèrent des balles. Toutes les fois, ils vont verser les balles chez le sous-préfet de Douala 3, lui disant, regardez, on fait quoi de ça? Le sous-préfet dit, vous savez la formule, je transmettrai à ma haute hiérarchie. Vous bien vouloir attendre la résolution. Il va y s'asseoir. 2 semaines après, il ramasse encore des balles. Il vient déposer. C'est devenu un jeu à la fin. Est-ce que ces sous-préfets ont la possibilité? Je pense que le MINDEF qui nous regarde aujourd'hui, je pense que... Parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent récupérer ces balles, ils les retravaillent. Oui. Un marché peut se développer là-bas. Ils peuvent récupérer ces balles, ils les retravaillent parce qu'aujourd'hui, on a des chimistes dans tous les sens. C'est du poison. Avec cette affaire d'insécurité qu'on a dans ce pays, on a des chimistes. Je dis, oui, on a des chimistes. Donc il faudrait que le délégué pense à mettre. On a des enfants. Vous, Mobala, Agnala, c'est un jeune quartier, les enfants courent dans tous les sens. Un enfant peut récupérer la balle. Vous ne savez pas, il peut prendre une balle perdue. Et plus la zone du marché, au niveau du château. Le château que vous voyez là, monsieur Michel, en prenant le village du château, il faut avoir les pare-balles. Pardon, ne dites pas ça. Oh, Charles,
Vous avez vu tous les reportages qui ont été faits. Donc, en passant, il faut être sûr que vous avez une toile en fer qui peut vous protéger au moins. Parce que les gens vivent là-bas dans la peur. Allez voir, allez discuter avec ces mamans. Ce qui est vrai pour le champ de tir est vrai pour la prison. Regardez la prison de Douala. On n'a pas su contrôler l'occupation du territoire au niveau de la prison de Douala. On n'a pas su contrôler au niveau, M. Michel Ngachou, des aéroports. Allez voir l'aéroport. Les gens vivent en dessous. Parfois, les gars, quand l'avion sort, ils regardent la Bonaloka, la zone de Bonaloka. C'est aussi pour M. Michel Ngachou. Sur la ligne ferroviaire. Regardez au niveau de Bonabé et Mabanda, les gens ont construit des maisons. Donc, quand on ne parvient pas à contrôler la démographie, l'expansion des populations, on se retrouve à vivre ce genre de choses. Vivement que le BINDEF se batte, nous le savons, très engagé, dynamique, qui se battent à délocaliser avec le délégué général de la Sécurité nationale. Merci. Parce que tous ces corps vont s'entraîner là-bas. Merci infiniment, cher Lamel Batchou. Merci à vous, madame, monsieur. Restez sur notre antenne. Dans un instant, on marque une petite pause, comme le veut bien sûr la tradition dans cette émission. Et on en reparle dans la deuxième partie. Vos nombreux messages, vos milliers, 10 millions même d'ailleurs, on les lira avec vous.